Cette année, le Père Noël est black. À la sortie, tout le quartier guette les rappeurs. La rumeur de leur présence est vite répandue et une surprise attend Douala. Bamako, stade Modibo Keïta. La capitale malienne se prépare à vivre un événement exceptionnel qui va lui permettre d'oublier un peu les conflits. Dans quelques heures, c'est un concert historique qui se tiendra sur cette scène. Le premier depuis la fin du couvre-feu en juillet 2013. Célébrer la paix et l'union sacrée de tous les fils et filles du Mali, le concert événement, le grand concert de la réconciliation nationale, la diva Au programme, des dizaines d'artistes du nord et du sud du pays. Et en tête d'affiche, un groupe français et pas n'importe lequel. Le disque de diamant du rap français, Section d'Assaut. Venez nous voir sur scène. 20 décembre au stade Modibo Keïta. Ça sera du lourd, les gars. Section d'Assaut, c'est le groupe de rap français au succès fulgurant, avec 1,5 million d'albums vendus depuis 2009. Et une chanson que tout le monde a entendue au moins une fois. Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. À Bamako, les rappeurs ont accepté de jouer pour un cachet nettement inférieur à ce qu'ils touchent d'habitude. Et ce n'est pas par hasard que Section d'Assaut chante pour la paix à Bamako. 2 membres du groupe sont d'origine malienne. Sans eux, ce concert n'aurait pas le même impact. L'homme qui a tout organisé, c'est lui, Douala, le producteur du groupe. Il connaît très bien le Mali, il a passé son enfance ici. Sa famille le retrouve avec fierté. Il est celui qui a réussi en partant de rien. Nous l'avions rencontré à Paris 2 jours avant le concert. C'est ici qu'il a débarqué à l'âge de 10 ans. Un choc thermique. C'est vrai que pour la première fois quand je suis arrivé, c'était pas dans le 19, c'était dans le 18e. Je me rappelle déjà, j'avais froid parce que j'étais venu en boubou. Et ouais, j'avais jamais vu de blanc. Et j'étais choqué un peu, je me cachais derrière les voitures avec mon frère, je me rappelle. Douala s'intègre rapidement et se lance dans le hip-hop avec ses copains du quartier. Ils me connaissent ce grand dribbleur. C'était quoi sa réputation? C'était le recruteur, il flairait les artistes, quoi. Il savait les chercher. C'était bon, quoi. Les vrais artistes de la rue. 30 ans plus tard, le dénicheur de talent est devenu une personnalité centrale du rap français. Alors, quand il retourne à Bamako, Douala et ses rappeurs sont accueillis dans une ambiance de Coupe du Monde. Nous sommes la veille du concert, c'est le retour de l'enfant prodigue. Il ne s'attarde pas, une longue journée attend les rappeurs le lendemain. Ils ne vont pas avoir un emploi du temps ordinaire pour un groupe de musique. Leur planning très chargé ressemble plus à celui d'hommes politiques. Première étape, la visite d'un orphelinat de la ville. Depuis longtemps. La section d'assaut n'est pas arrivée les mains vides. Dans ses cartons, des manuels et des fournitures scolaires. Ouais, dès qu'on peut le faire, on le fait. Puis voilà, les petits sont contents. En même temps, nous, ça nous permet de voir autre chose. Et de faire plaisir aux petits jeunes, surtout, c'est un petit geste comme ça. Pour nous, c'est rien, mais pour eux, c'est énorme. En tout, une bonne centaine d'ouvrages niveau collège qui profiteront aux 68 enfants de l'orphelinat. Cette année, le Père Noël est black. À la sortie, tout le quartier guette les rappeurs. La rumeur de leur présence est vite répandue et une surprise attend Douala. Le public et les professionnels apprécient la performance. Douala a peut-être trouvé la relève. Là, franchement, ils ont levé le niveau au top. Franchement, ils nous ont étonnés là. Je m'attendais pas une minute, franchement, que la section d'assaut allait venir, que j'allais chanter devant eux. J'allais jamais savoir qu'un jour j'allais rencontrer. Mais t'as géré, frérot, t'inquiète. T'as géré. Voilà, j'avais T'as géré. Très bien. Prochaine étape au programme des rappeurs, une répétition avec la chanteuse traditionnelle la plus célèbre du pays, Babani Koné. Souvenez-vous, la chanson à la gloire de François Hollande au moment de l'intervention militaire des Français, c'était elle.
La diva malienne leur enseigne un chant en langue bambara, censé les protéger et leur porter bonheur. Les débutants s'accrochent, ils ont un peu de mal à suivre. C'est au tour de Babani d'être mise à l'épreuve. Merci. Moi aussi, vous allez m'apprendre à rapper, je sais pas. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Et j'ai côtoyé le pavé, c'est ça? Ouais. C'est ça. Pas à pas, je me dis, c'est pas vrai. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Pendant que les rappeurs s'échauffent, la foule commence à affluer devant le stade. C'est le premier concert de cette ampleur depuis la fin de la guerre. Pas question de passer à côté pour ces Bamakois. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Donc, en plus, ils chantent sur la réconciliation de l'Afrique, la liberté, quoi. Donc je voulais les voir aujourd'hui. C'était très important pour moi. Franchement, ça me plaît beaucoup de sortir ce soir. La réconciliation même, c'est l'essentiel, c'est le mot essentiel. C'est pour cela qu'on est là. Au même moment, devant l'hôtel du groupe, des vigiles privés ont été mobilisés pour sécuriser les lieux. Les rappeurs se rendent au stade sous bonne escorte, un traitement habituellement réservé aux chefs d'État. Les voitures se garent directement sur la pelouse. Les rappeurs font leur apparition sous les clameurs du public. Plus de 5000 personnes sont là. Elles ont payé entre 3 et 7 € pour assister au spectacle. Dawala n'est pas chanteur, mais c'est le premier à monter sur scène. Bamako, c'est comment? J'entends rien. Ok, ça fait plaisir de revenir sur ces terres. Faites un maximum de bruit pour tout le Wachibé. Il y a la session d'Azo. Je vous aime, le Mali. À peine redescendu, il se fait accoster par des journalistes locaux. L'occasion de rappeler pourquoi il a voulu participer à ce concert. Il y a des rappeurs du Nord, il y a un peu tout le monde. Et c'est ça qui est le Mali, ça rassemble tout le monde. Aujourd'hui, ce concert il est important pour toute la jeunesse malienne. Et voilà, maintenant, si on peut porter pierre à l'édifice, c'est important pour nous. Voilà. Il est minuit passé, les vedettes de la soirée entrent en piste. Partout, le signe W formé avec les mains. W comme Watibé, le nom du label de Dawala. Tout le monde. Et tout le monde fait. La Chine. Donc la morale. La Chine va tout le monde fait la Chine. Les rappeurs ont donné de la voix jusqu'au milieu de la nuit. Pour la bonne cause, certes, mais il faudra sûrement plus que de la musique et des rimes pour mettre fin aux tensions politiques qui traversent toujours le Mali. Ils ont 8 ou 9 ans. Toute la panoplie des chanteurs de boys band, du cheveu gominé aux lunettes de soleil, déjà tous les tics des rockstars. Et les paroles de leurs chansons sont elles aussi estampillées boys band. Ils chantent sur une vraie scène, en mandarin. Cela s'appelle la mandopop, la pop musique chinoise. Une petite révolution culturelle. Jusque dans les années 2000, la musique pop était interdite, considérée comme un poison capitaliste. Mais aujourd'hui, fini la censure. La Chine veut répondre au gigantesque succès des stars coréennes et japonaises. Depuis 60 ans, la musique en Chine, c'était ça. Le pays ne jurait que par la musique de propagande. Et celle qui donne le la n'est autre qu'une ancienne soldate de l'armée, la propre femme du premier secrétaire du Parti communiste chinois, le maître du pays. Dans cette vidéo, elle chante la gloire du drapeau rouge. Même la première édition de The Voice en Chine n'y a pas échappé. Le vainqueur méritant a remporté la finale en chantant « Chine, je t'aime ». Mais le marché potentiel d'1,5 milliard de fans de musique pop a sans doute fait basculer les autorités chinoises. Aujourd'hui, la Chine investit dans la mandopop.
Pour attraper Coréens et Japonais sur le terrain de la mièvrerie, il faut donc fabriquer en urgence des stars en série. L'un des premiers groupes sortis du labo pop, les Seven Sense, en anglais dans le texte. Clips, concerts, invitations sur les plateaux des télévisions gouvernementales, on leur déroule le drapeau rouge. Nous avons rendez-vous avec les Seven Sense à Shenzhen, dans le sud du pays, au siège de leur label. Et évidemment, tout est neuf. La maison de disques a été créée ex nihilo il y a quelques mois à peine. Voici leur producteur qui y croit à fond. Nous sommes en train de bâtir la plus grande maison de disques en Chine pour produire des stars en série. Et voilà les Seven Sense. Elles aussi y croient. C'est la première fois qu'elles reçoivent une demande d'interview d'un média étranger. Ces jeunes filles ont un parcours atypique pour des pop stars. Elles ont été recrutées à la fac, mais elles ont déjà bien compris le business plan de la pop chinoise. Vous savez, aux États-Unis, au Japon, ça fait des années qu'ils font de la pop. Nous, on vient seulement de commencer. Mais on travaille très dur pour combler le fossé. Notre génération, ceux qui sont nés dans les années 90, nous allons faire décoller la pop chinoise. Le producteur nous emmène au studio d'enregistrement pour nous faire écouter ce qu'il espère être le nouveau tube international des Seven Sense. Cette chanson, vous êtes les premiers à l'écouter. Ça va faire un tabac. Un refrain accrocheur en anglais. Ce n'est visiblement plus la langue du diable capitaliste. Les paroles sont en chinois. On a intégré plein d'éléments venus de l'étranger. C'est sûr que cette chanson va marcher en dehors des frontières de la Chine. On va inventer la culture de la mandopop, la pop chinoise, et on va imposer ce style. La première étape de cette révolution culturelle a lieu dans ce genre d'endroit, une académie de musique pour enfants. Nous sommes près de Pékin, dans une fabrique de stars pour tout petits, comme il y en a des dizaines dans tout le pays. Des établissements privés, mais qui ont la bénédiction des autorités. On y applique la méthode chinoise qui a fait ses preuves douteuses en gym ou en natation. Entraînement intensif dès le plus jeune âge. Voici le directeur de l'académie, Monsieur Li, le recruteur d'enfants. Au début, je pensais qu'il fallait attendre 7 ou 8 ans pour que les enfants puissent apprendre à jouer de la musique. Puis j'ai essayé avec des enfants de 6 ans, puis de 5 ans, puis de 4 ans, et ça a marché. Par contre, j'ai eu du mal avec les enfants de 3 ans. Ça a été un échec. Détends-toi. Recommence. La mandopop fait fureur auprès des enfants, ou à tout le moins auprès de leurs parents. L'académie a plus de 30 000 élèves dans une centaine de villes. C'est la réponse chinoise à la déferlante musicale coréenne. Mais Séoul a plus d'une longueur d'avance. Elle inonde déjà le monde entier de ses boys bands avec une particularité. Les groupes coréens accueillent en leur sein des chanteurs étrangers pour mieux gagner le cœur de leur public respectif, y compris en Chine. Ce jour-là, le groupe EXO a réquisitionné le Nid d'Oiseau à Pékin, le stade des Jeux Olympiques de 2008. 80 000 fans sont là pour les acclamer. Ils ont leur chouchou, Lei, le chanteur chinois. Salut à tous! Je m'appelle Lei. Je suis tellement heureux d'être à Pékin. J'ai même préparé un petit discours dans le dialecte pékinois. Succès assuré. Il faut qu'on trouve notre propre style, qu'on développe notre propre musique pop. Et je suis sûre qu'on va dépasser les Coréens. Un jour, notre musique sera comme la leur. Elle fera le tour du monde
Il faut juste qu'on fabrique plus de stars parce que, regardez, il y a des Chinois qui réussissent en Corée. Ça veut dire que nous ne sommes pas mauvais. Nous sommes très intelligents. Les Chinois sont les plus intelligents. Le meilleur peuple au monde. Rien que ça. Pékin aligne ses divisions de nouveaux chanteurs à la voix aiguë qui vont venir s'engouffrer dans le marché déjà hyper saturé de la musique pop asiatique. Cette année, l'Autriche a choisi un visage pas comme les autres pour défendre ses couleurs au concours de l'Eurovision. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Conchita Wurst, traduction Conchita Saucisse, a fait de la confusion des genres sa marque de fabrique. Sur scène, ce garçon se transforme en femme à barbe, un mélange de poils et de glam qui n'est pas du goût de tout le monde. Depuis sa nomination pour l'Eurovision en septembre dernier, elle est la cible d'attaques, d'insultes et même de menaces en Autriche, mais aussi ailleurs en Europe. Pour sa dernière apparition avant l'Eurovision, Conchita a choisi Innsbruck, une petite ville du Tyrol, coincée au cœur des Alpes. Ici, on est attaché aux traditions, à l'image de l'Autriche, pays conservateur, un temps gouverné par une coalition d'extrême droite. Ce soir, Conchita va se produire devant ce public, réuni pour un gala en l'honneur des meilleurs sportifs de l'année. Choc des cultures. Conchita, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires que l'on fait autour de votre personne? Moi, je pense qu'il faut croire en soi-même et rester authentique. Et si j'ai envie d'être une femme à barbe, c'est mon droit. Dans la vraie vie, Conchita s'appelle Tom, a 25 ans et se définit comme un jeune homme paresseux. Le mascara et les cheveux longs font partie de sa panoplie de drag queen, un personnage révélé au public en 2011 lors de sa participation à la Nouvelle Star autrichienne avec la chanson de son idole de toujours, Céline Dion. Homosexuel assumé, c'est l'expérience de la discrimination qui lui a donné l'idée d'associer barbe et fossile. Imaginez-vous, j'ai grandi dans un petit village d'Autriche, j'étais un petit garçon homosexuel très heureux, je portais souvent des vêtements de fille. Jusqu'au jour où, à la puberté, c'est devenu plus compliqué. C'était difficile d'aller à l'école et d'être constamment insulté et attaqué. Aujourd'hui, je veux provoquer. Je sais que cette barbe entraîne des réactions fortes. Quand les gens me voient pour la première fois, ça les interpelle et c'est voulu. C'est sûr, Conchita ne laisse pas indifférent. Vous avez vu, c'est ma femme qui s'est déguisée avec ses copines en Conchita Wurst. Il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. C'est un personnage bizarre et c'est aussi un personnage contesté. Un homme ou une femme, on ne sait pas très bien. Dans un pays conservateur comme l'Autriche, ce n'est pas vraiment le chouchou de tout le monde. C'est même la bête noire de certains. En Autriche, une page Facebook et une pétition ont été lancées contre la candidature de Conchita Wurst, récoltant des dizaines de milliers de soutiens et des commentaires nauséabonds. Une femme avec des poils sur le visage. Vous parlez d'un parfait ambassadeur pour notre pays. Est-ce qu'on doit vraiment être la risée de l'Europe? Je suis profondément choqué par cette perversion de la nature. Un homme est à l'origine de ces actions anti-Conchita, Gerhard Jungmann, un citoyen ordinaire, amateur de hard rock et de bière, qui n'a pas voulu nous répondre. En cherchant plus loin, nous avons découvert que sa pétition était relayée par des sites d'extrême droite, proches du parti nationaliste FPE. Eux non plus d'ailleurs ne nous ont jamais rappelé. Mais il n'y a pas qu'en Autriche que la drag queen adepte de charcuterie suscite la haine. En Russie et en Biélorussie, nombreux sont les téléspectateurs qui regardaient l'Eurovision et qui ne vont plus le faire à cause de cette chanteuse. Enfin, un chanteur, on ne sait plus trop. J'ai une proposition pour nous les Russes, les vrais. En 2014, on n'a qu'à envoyer à l'Eurovision un tank.
qu'il aille écrabouiller ce putain de concours de l'Eurovision avant de rentrer à la maison. Les pétitions rédigées en russe, accusant le concours d'être un foyer de la sodomie, ont déjà réuni près de 30 000 signatures. Derrière ces appels au boycott, un jeune Biélorusse de 26 ans, Artyom Kirachiov, qui lui a bien voulu assumer face caméra. Quand une femme à barbe, dans un mini-short, danse avec des hommes, et que ces hommes lui embrassent les mains, je suis désolé, mais quelque part, ça me rend malade. Mais l'attaque qui a probablement fait le plus mal à Conchita Wurst vient d'un autre chanteur, candidat de l'Arménie à l'Eurovision. Don't cry, little bird. Aram MP3, pourtant si doux, si tendre à l'écran, s'est lâché dans une interview. Pour moi, Conchita n'est pas quelqu'un de normal. C'est inacceptable. J'espère que nous l'aiderons à choisir entre être un homme ou une femme. Conchita n'a pas répliqué, acceptant même de se livrer à un simulacre de réconciliation qui sonne aussi faux que la voix des concurrents de l'Eurovision. C'était un malentendu, quelqu'un a mal traduit mes propos. C'était juste une blague. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Samedi dernier à Vienne, le vent d'homophobie qui souffle à travers l'Europe a renforcé la mobilisation autour de Conchita. Ce soir, dans un bar gay de la capitale, le fan club autrichien de l'Eurovision, et oui ça existe, organise une grande répétition une semaine avant le concours. Ça va comme ça? C'est Mario, alias Tana Transnational, qui joue les maîtres de cérémonie. Bonsoir l'Europe. Que la fête commence. Voici l'Albanie. Sous ses airs légers, Mario prend la polémique très au sérieux. En Autriche et dans toute l'Europe, ça pose toujours un gros problème de ne pas être hétérosexuel, de ne pas rentrer dans une case bien définie. Mais plus on parle de nous, de nos sentiments, de notre façon d'être, moins on aura de problèmes les uns avec les autres. Et maintenant, faut que j'aille lancer la chanson suivante. Voici Conchita Wurst, avec Rise Like a Penis, Rise Like a Phoenix. Phoenix, pas pénis bien sûr. En 1998 déjà, Tana International, une chanteuse transsexuelle, avait participé à l'Eurovision malgré les menaces et les insultes. Elle avait fini par gagner le concours. Conchita Wurst est-elle partie pour connaître le même destin? Réponse dans une semaine. On a essayé de m'égorger, d'ailleurs j'en porte les traces encore au niveau du cou que pour l'égorgement. Et là, j'ai des traces de couteau. Beyrouth, mercredi dernier. La rockeuse Nathalie Géa est sur scène dans ce petit café branché de la capitale. Dans la salle, en général remplie d'habitués, pas grand monde. Entre effroi et deuil, les amateurs de rock sont restés chez eux pour pleurer les morts de Beyrouth et de Paris. Mais Nathalie, elle, tenait absolument à monter sur scène, le plus vite possible après les attentats de la semaine dernière. Même pas peur. Est-ce que c'est dangereux d'être là? Franchement, on s'en fout. On s'en fout de quoi? De tout ce qui pourrait arriver. On vit pour la musique. Si on doit mourir sur scène, eh bien on mourra sur scène. Allez, on y va! Son message, il faut se battre, à Paris, comme au Liban. Cette chanson est dédiée aux rockers français et aux amateurs de métal. Pourtant, en temps normal, la ville ressemble plutôt à ça. Beyrouth, la capitale de la nuit du monde arabe. Tous les soirs, ses habitants se ruent dans les bars, salles de concert et autres discothèques pour faire la fête et vivre en musique. Leur groupe de rock préféré, Mashrou Leila. Des rockers qui font vibrer la planète entière. De Barcelone au Caire, en passant par Dubaï et Paris. Mais depuis, Daesh est passé par là, et plus rien n'est comme avant. Nous les avons rencontrés il y a 4 jours à Beyrouth, pour une réunion de travail chez leur manager. Voici Ahmed, le chanteur, et Karl, le batteur. Cela fait des années que le pays vit dans la crainte des attentats,
Mais depuis les fusillades à Paris, l'angoisse est montée d'un cran. C'était ma mère. Elle t'embrasse et elle te dit de faire attention à Daesh. Les artistes sont des cibles, l'État islamique peut frapper partout. Mais le groupe refuse d'annuler ses concerts comme d'autres l'ont fait. Il sera bien à Londres le 27 novembre prochain. Ils font toujours des happenings pendant leur show. Et là, ils avaient prévu un spectacle anti-guerre, avec l'irruption soudaine d'hommes armés dans la salle. C'était avant le Bataclan, la réalité les a rattrapés. Tu imagines ce qui se passerait si on faisait entrer un cercueil subitement sur scène? Si 5 personnes faisaient irruption avec des pistolets en plastique? Il faut pas faire n'importe quoi. Je comprends. On est d'accord sur ça. Il faut trouver autre chose, évidemment. Mais finalement, l'important est ailleurs. Il s'agit avant tout de monter sur scène. Ce qui s'est passé au Bataclan, évidemment, nous fait tous réagir. Nous, quand on joue des concerts, nous, on partage notre peine en continuant à travailler, en faisant ce qu'on sait faire, et en jouant de la musique qu'on espère belle et qui va toucher les gens et les émouvoir pour autre chose que la peur ou la violence. Voilà. À 2 pas de là, un autre studio, une autre ambiance. Mais la même détermination à ne pas laisser gagner les terroristes. Alexandre Polikevitch est une star de la danse orientale. Un homme très cultivé, un homosexuel, tout ce que est l'État islamique. Alors il danse. Biftah. N'ayez pas peur de vous toucher. This is very important. Really very open. Release. Danser en ce moment relève de la résistance, tout simplement. On résiste à travers l'art parce je pense que personne ne veut qu'on continue à le faire. Il y a un fondamentalisme religieux galopant, il y a des mentalités qui deviennent de plus en plus dures, et danser devient un acte politique, bizarrement. C'est ce qu'il enseigne à ses élèves, à ses amis. Malgré toutes les mauvaises ondes, tout le sang, toute la haine, quand on vient ici, on ressent de l'amour, on se sent aimé par ses amis. La musique vous donne une impression de sécurité, alors qu'on n'est plus du tout en sécurité. Alexandre est très connu dans le monde arabe, comme à Paris où il s'est déjà produit. En ce moment, il monte une vidéo d'un de ses spectacles, un hommage aux danseuses égyptiennes harcelées par les islamistes. Regarde, on dirait que mon corps répond à la flûte. Le danseur est habitué à la violence des attentats, la violence de son propre pays où l'homosexualité est punie d'1 an de prison, la violence de la rue contre ce qu'il est. Dans la rue, j'ai provoqué, en tout cas mon corps a provoqué beaucoup de violence. À chaque fois qu'on m'insultait dans la rue, je notais les insultes et on les a insérées dans de la musique électronique. Et j'ai dansé dessus parce que pour moi c'était un besoin d'exorciser toute cette violence. Ça doit les rendre fous, les homophobes comme les islamistes. Alexandre n'est plus une victime, même quand il se fait agresser au couteau. On a essayé de m'égorger, d'ailleurs j'en porte les traces encore au niveau du cou, que pour l'égorgement. Et là, j'ai des traces de couteau. Je me suis battue, je me suis défendue. Je n'étais pas une victime en me défendant. J'ai refusé ce statut-là et ça m'a donné une force inouïe, mais inouïe. Et je me suis dit non, je finirai pas là et j'ai plein de choses à dire. Et je l'ai dit amplement, ça m'a donné des ailes finalement. Qu'est-ce qu'on en fait d'un, je dirais, d'un merveilleux malheur, voilà. Sans victime, les terroristes ne peuvent plus gagner. Le groupe Mashrou Leila est maintenant en répétition, avant le concert à Londres, dans moins d'1 semaine. Ils interprètent leur tube, Le Fils de la Nuit, une chanson qui célèbre la fête contre la violence guerrière.
Et le public ne s'y trompe pas. Mashrou Leila se dresse contre la terreur, contre Daesh. Pour notre dernière nuit à Beyrouth, nous retrouvons Alexandre le danseur. Il a donné rendez-vous à ses amis au Bardo, un restaurant du centre-ville. La conversation, comme souvent, comme toujours, tourne autour des attentats. Dans notre région, la vie n'a plus de valeur. En France, ils n'ont pas l'habitude. Ils étaient totalement sous le choc. Nous, on est habitués, alors on continue d'avancer. Oui, en effet, mais ça fait peur. Parce que ça veut dire qu'on est complètement désensibilisé. Désensibilisé? Oui, 20 morts, 40 morts. Ici, c'est la routine. C'est de la résistance. Un mécanisme de défense. C'est un instinct de survie. Il faut continuer en faisant semblant que tout va bien. Une conversation en forme de manuel de survie pour leurs amis français. Des conseils d'hommes et de femmes qui côtoient l'horreur depuis si longtemps. Quand il y a des explosions par-ci par-là, des mini-guerres civiles qui éclatent, tout cela, moi, ça m'empêche de me projeter dans l'avenir. Du coup, je vis intensément le moment présent. Ce qui va se passer, on ne sait pas, on ne contrôle rien. La seule chose qu'ils peuvent encore contrôler, c'est leur joie de vivre. Même si ce n'est pas évident de danser et de rire quand les combattants de Daesh sont à moins de 100 km de chez vous.